Bienvenue dans le 20h BFM, il est 20h31, l'heure d'accueillir l'eurodéputé Bernard Guetta, député Renew. Bienvenue sur ce plateau, Bernard Bonsoir. Guetta. On va commencer, Bernard Guetta, avec cette image qui a fait le tour du monde et qui a marqué les esprits, cet entretien entre le président Zelensky et Donald Trump au Vatican. Pourquoi je voulais commencer avec cette image? Parce que l'on sait ce soir ce que les deux hommes se sont dit et de quoi ils ont parlé. C'est le président Zelensky qui a apporté des précisions hier dans un entretien. Ces déclarations sont sorties aujourd'hui. On a parlé système de défense aérienne, sanctions contre la Russie, avec visiblement, selon Zelensky, une réponse forte de Donald Trump. Ils ont parlé aussi cessez-le-feu de 30 jours entre Kiev et Moscou. Bref, c'est réellement un entretien pour l'histoire qui a eu lieu au Vatican. C'est ce qu'avait dit Zelensky en sortant. Et pas seulement une d'ailleurs. photo. Non, c'est pas seulement une photo, c'est ce qu'avait dit Zelensky en sortant, et c'est ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est deux choses. Premièrement, que Vladimir Poutine n'a pas l'air de se rendre compte de ce qui se passe, ou alors moi, véritablement, je vous l'avais dit une fois, véritablement, là, je ne comprends pas le jeu aujourd'hui de Vladimir Poutine, parce que son intérêt serait de ne pas faire perdre la face à Donald Trump et surtout de ne pas l'entraîner dans un nouveau soutien militaire, économique, politique, c'est très important aussi, à Zelensky. Or, il fait tout pour que ça arrive. Il fait absolument tout pour que ça arrive, parce qu'aujourd'hui, il pourrait faire très peu de concessions. Les Américains sont quand même disposés, ils l'ont dit, c'est public, sont disposés à reconnaître la souveraineté de la Russie, non pas l'occupation de la Crimée par la Russie, mais la souveraineté de la Russie sur la Crimée, ce qui est quand même une chose invraisemblable, puisque la Crimée ukrainienne a été conquise, volée, annexée par la force. Bon, les Américains sont prêts à ça. Ils sont prêts à reconnaître le contrôle de la Russie sur l'ensemble du Donbass. Ils sont prêts, évidemment, à bloquer, fermer les portes de l'Alliance Atlantique. Est-ce que Poutine n'est pas aujourd'hui dans une logique purement militaire, d'épuisement, de destruction? Est-ce qu'on peut encore parler de stratégie politique? Je me le demande pour deux raisons. La première, c'est que l'économie russe n'est pas en aussi bonne forme qu'on voudrait le faire croire au Kremlin. Et deuxièmement, que militairement parlant, bon, on annonce une nouvelle offensive russe. Très bien, je ne sais, enfin très bien, non, très mal, mais je ne sais pas si elle aura lieu. Mais pour l'instant, oui, on voit des progressions des troupes russes, mais des progressions millimétriques. Il n'y a aucune percée formidable, convaincante de la Russie. Donc Vladimir Poutine aurait tout intérêt à accepter l'offre américaine, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est très en faveur de la Russie et certainement pas de l'Ukraine, et il la refuse. Mais en tout cas, ce qu'on comprend quand même, c'est que après cet entretien, les positions du président ukrainien et du président américain sont réellement plus alignées. Il s'est réellement passé quelque chose. Oui, ça, vous n'en avez jamais douté, vous? Oh non. Je n'irai pas jusque-là, mais j'avais noté avec une surprise intéressée que Zelensky était très positif quand il est sorti de ce rendez-vous. Alors on ne savait pas encore pourquoi, comment, mais il était très positif. Et ce soir, il tient un discours beaucoup plus belliqueux aussi à l'égard de la Russie, presque menaçant à l'occasion du 9 mai, en disant en substance, je ne peux pas vous assurer qu'il n'y aura aucun incident ce jour-là. Vous savez pourquoi? C'est justement précisément grâce à cet entretien et la manière dont ça s'est passé? Oui, peut-être, mais c'est surtout fondamentalement la réponse du berger à la bergère. Parce que véritablement, Poutine se moque du monde. Il propose 3 jours de trêve pour être assuré qu'il sera bien tranquille pendant ces commémorations sur la place rouge, avec le président chinois, le président brésilien et bien d'autres invités. Et Zelensky lui répond, et il a bien raison de le faire, mais mon petit camarade, moi je ne te garantis rien. Oui, mais est-ce que pour les civils, il ne faut pas dire oui en attendant de négocier mieux? Parce qu'en attendant, les frappes se poursuivent, Bernard Guetta. Évidemment qu'on peut considérer et prendre cette proposition de Poutine comme une proposition cynique, mais
Le fait est que sur le terrain... Qu'est-ce que ça veut dire 3 jours de trêve? Ça ne veut absolument rien dire. Ça veut si peu dire de choses que maintenant, on apprend que Trump et Zelensky sont d'accord pour dire non, une trêve c'est 30 jours. Pourquoi 30 jours? Parce qu'il faut au moins 1 mois pour préparer des négociations de paix sérieuses. Donc si on veut parler de paix, on entre dans une véritable trêve. Mais ce qui se passe fondamentalement aujourd'hui, c'est que Donald Trump ne veut pas perdre la face. Et Poutine est en train de lui faire perdre la face. Et c'est pour ça qu'il répond sur un ton de plus en plus ferme. Jusqu'où il ira ? Je ne sais pas. Moi, je ne prendrai pas le risque de jouer à Madame Soleil. Mais oui, véritablement, le ton est de plus en plus ferme à la Maison-Blanche. Pardon de voir le verre un peu à moitié vide, mais est-ce que le poids des sanctions économiques, la question que vous disiez de la santé économique de la Russie est vraiment réelle? Est-ce qu'on a même le sentiment que le discours de Donald Trump n'arrive pas forcément à convaincre Poutine? Donc, est-ce qu'au fond, les menaces de soft power comme ça, ou même finalement le discours de Donald Trump, convainquent Poutine et arrivent à le faire changer d'état d'esprit? Est-ce qu'on n'a pas affaire finalement à une forme de dogmatique d'un empire qui amène à ce que il y ait aucun obstacle sur le passage? Écoutez, c'est une hypothèse. Il y en a une autre qui serait encore plus inquiétante. C'est que Vladimir Poutine constate l'échec sur toute la ligne de Donald Trump et se disent mais finalement cet homme est décrédibilisé, cet homme est en train de descendre dans les sondages aux États-Unis même et y compris dans son électorat, y compris... C'est minime dans son électorat, mais minime d'ailleurs. Enfin bon, ce n'est pas massif, mais c'est quand même très significatif. Peut-être que Vladimir Poutine se dit, voilà, il est ridiculisé, décrédibilisé, je peux y aller. Mais c'est une hypothèse. Moi, là, je ne jure de rien, parce que, pardon de me répéter, pour moi, il y a un point d'interrogation. Pourquoi Poutine ne saisit pas l'offre des Américains, qui est tellement à son avantage? Et vous n'avez pas la réponse à cette question. Je voudrais vous montrer une image qui a beaucoup circulé ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Vous l'avez peut-être vu passer. Le président américain qui a publié sur son réseau social Truth Social, une photographie générée par l'intelligence artificielle le montrant en pape, évidemment à quelques jours de l'ouverture du conclave chargé d'élire le successeur du pape François. C'est drôle ou c'est inquiétant ? C'est inquiétant. C'est inquiétant. Quand cet homme se déguise en pape, met ça sur les réseaux sociaux, sans aucun... ce qui plus est, sans aucun commentaire. Quand il fait organiser un défilé militaire le jour de son anniversaire, écoutez, je déteste dire cela parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas... Vous pensez qu'il va vraiment le faire, ça, ce défilé militaire? Oui. Le 14 juin. Le 14 juin, oui, c'est ça. Le 14 ou le 15 ? Non, le 14. Le 14. Écoutez... Il n'a pas le droit à son défilé militaire? Vous organisez, quand vous êtes chef d'État, un défilé militaire le jour de votre anniversaire? Alors, c'est pas que le jour de son anniversaire, quand même. Ce n'est pas que. Ce n'est pas que, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup le jour de son anniversaire. C'est aussi une date historique. C'est le jour de la création de l'armée de terre, l'infanterie américaine, un an avant l'indépendance. Mais c'est la première fois qu'on fait un défilé militaire pour Absolument. Ça. Et c'est le jour de l'anniversaire de Donald Trump. Quand on en arrive là, qu'on est chef d'État, on fait publier cette photo de lui en pape, c'est-à-dire en vérité une sorte de chef d'État du monde. Quand même, il y a 1,3 milliard ou 400 millions de catholiques à travers le monde. Oui, il rêve. Écoutez, moi vraiment, là, j'en arrive à me poser des questions. Il y a un sujet sur le culte de la personnalité, parce qu'on a vu il y a 3 jours une réunion pour les 100 jours, où il était entouré de son cabinet, et où tous ont fait preuve d'une servilité assez grotesque, en disant à quel point vous êtes fantastique, président, on a passé 100 jours extraordinaires avec vous. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer dans le pouvoir américain qui relève de ça? Qui me fait penser de plus en plus à Nicolas Ceausescu.
l'ancien patron le patron de la Roumanie communiste. Il avait des poètes de cour aussi, Ceausescu, qui le qualifiaient dans des grandes envolées lyriques de Carpates de la pensée, de je ne sais plus quoi et de je ne sais plus quoi. Véritablement, il me fait de plus en plus penser à Ceausescu, qui lui non plus n'était pas un grand démocrate. Et qui a mal fini. Et qui a très mal fini. Sauf qu'en ce moment, on a quand même le sentiment que c'est un peu lui le maître du monde. Non. Non ? Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça parce que, écoutez, véritablement, regardez ce qui vient de se passer en Australie. Il y avait un candidat conservateur qui se réclamait de moins en moins, mais enfin qui s'était beaucoup réclamé de Trump, alors qu'il était donné gagnant, mais gagnant avec une marge incroyable il y a encore 2 mois. Eh bien, ce sont les travaillistes, pas les socialistes, c'est un pays anglo-saxon, ce sont les travaillistes qui ont été reconduits avec une marge assez confortable. Il s'est passé la même chose il y a 15 jours ou 8 jours, je ne sais même plus, au Canada. Écoutez, les libéraux sortants avaient plus de 20 points de retard sur les conservateurs. L'effet Trump a été tellement radical que les libéraux ont été reconduits. C'est-à-dire qu'ils ont regagné plus de 20 points grâce au délire, très bien, non, grâce à l'agressivité Bernard de Guetta, Trump. on a quand même le sentiment que sur des sujets brûlants, le conflit ukrainien, le nucléaire iranien, la situation au Proche-Orient, notamment dans la bande de Gaza, la manière dont il voit les choses et la manière dont il entend les mener est quand même centrale. Mais centrale, oui, parce qu'il détruit tout, cet homme. Enfin, il détruit ou ébranle sérieusement le commerce international, il détruit, et là malheureusement le mot n'est pas trop fort, la relation transatlantique entre l'Europe et les États-Unis. Il détruit la confiance qu'avait le monde entier, en les aimant ou en les aimant pas, mais qu'avait le monde entier dans les États-Unis. Bon, aujourd'hui, qui a confiance dans les États-Unis? Écoutez, moi, je ne sais pas. Et puis, vous me dites, et vous avez raison, il est central à Gaza. Pardon, mais il y a quand même quelque chose, je pense notamment au niveau national, si on se remet en France, la question de l'égoïsme dont parle Kamala Harris de Donald Trump, c'est-à-dire on repense America's First, etc. C'est quand même une appétence. Maintenant, en France, on nous dit il nous faut un Trump français. On a besoin de ne repenser qu'à nous. Est-ce que c'est pas quelque chose qui monte quand même, ça, dans la plupart des pays? Écoutez, je peux... Oh non. La tentation de vouloir plus d'autorité, moins d'état de droit, moins de règles. Mais écoutez, regardez, on citait à l'instant les exemples quand même très frappants du Canada et de l'Australie, mais regardez les extrêmes droites européennes qui étaient, il y a encore 2 mois et demi, 3 mois, tellement trumpistes. Oh, mais aujourd'hui, elles se distancient. Pourquoi? Parce qu'elles savent que Trump n'est pas populaire du tout. Vous parlez d'extrême droite européenne. En Allemagne, le parti d'extrême droite, qui est arrivé 2e aux élections, vient d'être classé comme parti extrémiste. C'est-à-dire que les services de renseignement ont maintenant le droit de les écouter, d'enquêter sur eux en permanence. Vous trouvez que c'est une bonne chose ou pas? Je trouve que je constate que c'est un fait. Et que c'est un fait qui a été reconnu après étude très attentive par les services de renseignement allemands. Et les Allemands, Dieu merci, on les comprend, en raison évidemment de leur histoire, sont très sourcilleux sur toute résurgence d'une extrême droite aussi extrême. Or, l'AfD, qui est divisée, il y a des courants un peu moins extrêmes. Mais enfin, globalement parlant, l'AfD, oui, est extrêmement extrême et évolue de plus en plus dans cette direction. Une dernière question, Bernard Guetta, sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. La défense civile aujourd'hui a annoncé 11 morts, dont 3 enfants, dans une frappe israélienne. On rappelle que toute aide humanitaire dans la bande de Gaza est impossible. Israël a coupé l'accès, l'entrée. Depuis le 2 mars, le Comité international de la Croix-Rouge prévient que la réponse humanitaire à Gaza est au bord de l'effondrement. Je
Je sais ce que vous allez me dire. C'est dramatique, c'est terrible. Mais s'il vous plaît, Non, je vais pas vous n'allons dire pas c'est sur ce dramatique. terrain-là. Non, je vais vous dire Parce c'est que un les crime mots de ne guerre. suffisent plus. Non, Qu'est-ce qu'il faut faire? je vais vous dire, c'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre parce que affamer une population, on n'en est pas encore tout à fait là, mais on risque d'être là vraiment dans quelques jours. Affamer une population, c'est un crime de guerre. Dans le droit international, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Or, M. Netanyahou, finalement, a opté pour cette politique. Où est-ce qu'elle le mène? Mais qu'est-ce que ça changera? Il est visé par la Cour pénale internationale, il se rend quand même en Hongrie, Netanyahou. Oui, comme vous dites, il se rend en Hongrie. Oui, mais que je veux dire, même Non, si mais je veux dire par là, il ne se rend pas à Paris, il ne se rend pas à Berlin, il ne se rend pas à Londres. que faut-il faire? Que faut-il faire? Vous savez, je serai à Jérusalem jeudi prochain en tant que président d'un intergroupe du Parlement européen sur la solution à deux États. Il faut que l'Europe soutienne tous ceux en Israël et en Palestine qui restent aujourd'hui partisans de la solution à deux États. Parce que c'est très simple. Tous les gens, parce qu'il y en a beaucoup malheureusement, qui disent soit par scepticisme, soit par hostilité, non, la solution à deux États, ça ne marche pas. Très bien, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous proposez? Il ne suffit pas de dire ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous proposez? Les fantaisies de M. Trump qui veut envoyer 2 millions de Gazaouis, je suppose, chaîne aux pieds, on ne sait pas où, mais en tout cas en dehors de... Ça n'a aucun sens. Donc il faut passer par là, pour vous, c'est la solution et c'est ce dont vous allez parler. Il faut marcher évidemment vers la solution à deux États. Et commencer par cela. Merci beaucoup Bernard Guetta. Merci d'avoir été avec nous dans le 20h BFM. Une interview un peu écourtée, vous le saviez, en raison évidemment de cette actualité qui a marqué ces dernières heures.